partant d'un certain nombre de choses qu'a développé Luc, l'idée, c'est de reposer ces questions d'enjeu. Quand on a réfléchi à la préparation avec Sébastien, avec Jérémy, moi-même, et puis quelques autres copains, l'idée, c'est comment, sur ce débat qui comme l'a dit Luc, qui est très, très vaste, on ramène l'ensemble des citoyens, les élus, les citoyens, dans la réalité au quotidien. Quand il citait la question de Gardanne, par exemple, la bagarre qu'ont mené les salariés à Gardanne pour maintenir une activité professionnelle, oui, ils ont trouvé une solution qui n'est peut-être pas la meilleure, ils sont revenus sur la question de biomasse. C'est une vraie question. Donc, quand on construit des perspectives industrielles, ou économiques, ou des perspectives pour vivre, on a à réfléchir comment on associe la question nécessité du travail, mais les questions environnementales, comme tu l'as développé, et on doit travailler les deux. Et on a un certain nombre d'exemples. Quand il développait les questions autour de Gardanne et autour d'Alteo, je voyais Simone qui réagissait sur... On a les mêmes questions sur la plateforme chimique à Pontlé. Les mêmes questions qui se posent sur la plateforme de devenir, de pérennisation, d'emploi, de pollution. Mais il y a aussi de vie collective qui s'est construite autour de la plateforme. Ça vaut pour la plateforme de Pontlé, mais ça vaut pour des milliers, des centaines de sites industriels. Et quand vous traversez la France, dans quel sens que ce soit, quand un site industriel, pour des raisons qu'on peut partager ou pas partager, est ferme, globalement, l'économie et la région, elle est sinistrée. Moi, pour certains qui me connaissent, je regarde les clubs de rugby, leurs évolutions. Là où il y avait des grands clubs de rugby, qui avaient des grandes industries, les clubs ont disparu et le sport, la culture, en général, va de pair. Comme tu disais, je partage l'idée que la culture se construit avec l'histoire industrielle, avec tous les pendants. Mais pour revenir à des choses plus simples, le 8 avril, c'est dans quelques jours, on fête les 70 ans de la nationalisation des industries électriques et gazières. En 1946, deux ministres au gouvernement communiste, Marcel Paul et Ambroise Croizat, la Sécu et la nationalisation. Vous dire que le débat autour de la nationalisation des industries électriques et gazières, il était simple à l'époque, il est aussi compliqué qu'aujourd'hui. Parce qu'il y a les mêmes enjeux financiers qui sont posés, les mêmes qui souhaitaient continuer à gagner de l'argent, et puis un certain nombre le gouvernement de l'époque a donné du sens. Et régulièrement, on peut citer, même si ce n'est pas ma passion dans la lecture, l'association de Marcel Paul et de Gaulle sur la question de la nationalisation du pays. Avec des enjeux posés d'un pays à reconstruire, mais on pourrait développer. Pourquoi je cite ça? C'est pas pour faire l'histoire pour l'histoire. Quand on relit la loi de nationalisation, au passage, elle a été assortie d'un deuxième sujet, évolution technologique, investissement, mais droits sociaux. La Sécu était un autre pendant, mais il y avait des droits sociaux. Le statut des électriciens et gaziers, qui est régulièrement décrié, dernièrement par Macron, même à l'Assemblée nationale, comme quoi c'est nous qui mettions l'énergie en danger, a été la contrepartie de la reconstruction d'un pays qui était, à la fin de la Deuxième Guerre, en état de ruine et technologique et de nécessité de reconstruire. Tout n'a sûrement pas été parfait. Faisons très attention comment je pose des questions, y compris, souvent je dis, j'ai travaillé 32 ans dans la maison EDF, j'en suis pas obligatoirement le défenseur dans sa conception qu'elle a aujourd'hui de la dimension publique. Et j'ai des dizaines d'exemples sur lesquels, que ce soit EDF, que ce soit aujourd'hui Engie, alors il paraît qu'il faut changer le nom d'entreprise pour en changer la culture. Au passage, changer le nom de RDF, c'est 300 millions d'euros. C'est pas banal, mais bon, ça nécessite qu'on réfléchisse. Donc, pourquoi je parle des 70 ans de la nationalisation? Je disais à Luc, dans l'UMA d'avant-hier, il y avait un article sur la PPE, le plan d'investissement lancé par Ségolène Royal, qui est encore décalé dans on ne sait plus combien de semaines, voire quelques mois, qui devrait être, alors j'ai quelques griefs à la loi de transition énergétique, mais elle a été votée. La PPE devait être votée là depuis le début de l'année, on est au mois de mars, on ne sait même pas si elle sera votée d'ici la fin de l'année. Ça voulait dire c'était ce qui proposait de reposer la dimension industrielle du pays avec des investissements à faire dans toutes les énergies. Éolien, solaire, nucléaire, hydraulique, charbon dans des conditions optimum de protection sur le NOx et sur le CO2, et pourrait développer. Et moi je partage qu'il n'y a surtout pas concurrence entre les énergies. On a un élément qui nous met en concurrence, c'est le business. Si on part du concept qu'a développé Luc de manière différente, accès à l'eau et à l'énergie, c'est l'accès à la vie. Je dis bien l'énergie, sous toutes ses formes. L'accès à l'énergie aujourd'hui, au XXIe siècle,
il y a combien de millions d'individus sur la planète qui n'y accèdent pas? Et en France, on a 7 millions de personnes qui n'accèdent pas à l'énergie dans des conditions normales. À minimum pour avoir de l'eau chaude ou un certain nombre d'éléments. Donc on a besoin d'avoir dans un coin de la mémoire, la nationalisation, c'était l'accès à l'énergie pour tous, dans des conditions de prix, péréquation tarifaire, qu'on soit, j'ai rien contre la Creuse, qu'on soit au milieu de la Creuse, au fin fond de la vallée d'Allemont, là-bas, au Rivier d'Allemont ou en plein centre de Grenoble, qui est un équilibre entre tous les coûts, à la fois sur les questions d'investissement, d'où l'investissement qui a été fait indirectement a été payé par vos impôts et par la facture et par les collectivités, mais il y avait une démarche qui a permis d'être au niveau où on en est actuellement. Donc après, moi je partage qu'il se dit beaucoup de... C'est pas des conneries, c'est des mensonges éhontés sur tous les débats, et qu'aujourd'hui, sur les questions énergétiques, on a besoin de remettre les choses de manière simple. Si on n'arrive pas à gagner, et c'est une des difficultés sur lesquelles on n'a pas gagné, que l'énergie doit sortir du business, et ça, quand je dis énergie, c'est l'électricité, le gaz, le charbon, le pétrole. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on nous a présenté sur le territoire de la métropole la situation énergétique. 43% de l'énergie est consommée par les industries. C'est quand même pas une mince affaire. Donc, sur les économies d'énergie, il y a peut-être des choses qu'on peut faire avec les industriels. Il y a un travail à faire, c'est sûr, vis-à-vis du citoyen, mais le citoyen, s'il peut réduire sa facture d'énergie, qui à mon avis est déjà toujours trop haute, ça renvoie aux questions de coût, c'est comment la question de la facture, et c'est ma grille de lecture, c'est les citoyens nous interpellent sur le coût d'énergie, que ce soit électricité, gaz, chauffage urbain, voire d'autres énergies. Donc moi je milite pour une première idée, la complémentarité entre les énergies. On peut très bien concevoir, je le dis souvent, dans une ville ou la périphérie de Grenoble, d'avoir le chauffage urbain qui amène ton logement à 18 degrés, c'est tout à fait réalisable, et la complémentarité faite par d'autres concepts qui peut être y compris des panneaux solaires sur le toit d'une maison. Je vais prendre une anecdote qui n'en est pas une. Je suis allé travailler sur les questions énergétiques à la Guyane et à la Martinique. La première chose qui m'a interpellé, c'est que toutes les maisons n'avaient pas des chauffe-eau solaires. Mais là, voilà, c'est EDF qui a vendu les chauffe-eau électriques à l'époque. C'est pas concevable dans un pays, et je pense que même sur le bord de la Méditerranée, dans un pays où il y a du soleil, qu'il y a minimum l'eau chaude de la maison ne soit pas chauffée, mais parce que c'est pas du business. Parce qu'il suffit de mettre, vous avez tous campé, il suffit de mettre un tuyau d'arrosage et l'eau est chaude, elle est même trop chaude des fois. Donc là, il n'y a pas de business à faire. Donc on associe bien investissement, capitalisme et les questions d'énergie, elles sont aujourd'hui en permanence dans toutes ces contradictions. Donc quand on veut travailler sur les questions environnementales, on est confronté à ces interrogations. Après, deux, trois autres idées. Et puis, je partais des quelques questions qu'a posé Luc. On est dans une région à forte hydraulicité. Avec l'institut que je préside, l'Institut IED, si vous souhaitez avoir plus d'éléments, je ne sais pas, c'est pas la rue progressiste, parce que je fais ça bénévolement en tant que retraité du monde de l'énergie. On a travaillé sur la question de l'hydraulique. Si on regardait, comme certains regardent le barrage hydraulique, alors je vais vous dire, j'ai habité 10 ans à Bourdonnais, au pied du barrage du Chambon, je pouvais retourner y habiter, ça ne craint strictement rien. Dans la mesure où on continue à avoir des salariés qui soient rémunérés dans des conditions normales, et que les contrôles soient faits dans la dimension publique des choses. D'au moins une des réflexions, par exemple, qui nous vient aujourd'hui. Il faut savoir qu'à Grenoble, pour certains le savent, ou c'est pas la division technique générale, qui est une entité EDF qui est à Échirolles, a été créée après la rupture du barrage de Malpasset. Ça a été une volonté politique du gouvernement de dire on a besoin d'un outil de contrôle qui est un peu le pendant de la SN dans le nucléaire. Mais aujourd'hui, dans toutes les turbulences que vit l'hydraulique, que devient une entité qui était une entité nationale et qui continue à contrôler les barrages, qu'ils soient publics ou privés? Ben, écoutez, la réponse, Baptistel, ça fait régulièrement que je la vois dans le train, je lui pose la question. Pour le moment, moi je dis voilà, c'est une question qui moi me paraît importante, de dire oui, vous êtes en train de déréglementer le système hydraulique, mais qui contrôle la gestion des débits, la gestion des crues, les rôles des dires, le rôle de la DTG. Ça parle mieux qu'au copain de l'hydraulique. Mais quand on travaille sur les questions hydrauliques, on a travaillé sur la situation du barrage de Serponçon. Serponçon
après les turbulences de la construction, les villages qui ont été inondés, qui n'est pas non plus une mince affaire pour les populations, ça a été pareil au Chambon, pareil à d'autres endroits. Aujourd'hui, Serponçon, c'est un vrai poumon de vie pour les collectifs autour. Si vous videz Serponçon l'été, je peux vous dire que vous avez intérêt à planquer la voiture EDF qui traverse les villages. Et oui, parce que de juin, juillet, août, septembre, c'est important que le barrage soit plein. La préoccupation des maires du coin, ce n'est pas la question énergétique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas attentifs. De la même façon, la question de l'irrigation jusqu'à Marseille. Alors, qu'est-ce qu'est la Durance aujourd'hui, 20 ans plus tard, et avant, avec les problématiques de crue de la Durance. Donc, quand on regarde les questions, je prends cet exemple de l'hydraulique sur lesquels j'ai un peu plus bossé ces derniers temps, quand on regarde ces questions, on voit bien que la partie de production, elle est un élément de la réflexion. Et que si on laisse à des intérêts qui ne sont pas obligatoirement des intérêts publics, que deviennent les questions de gestion d'eau avec toutes les autres problématiques posées. De la même façon, ça peut paraître surprenant, il n'y a aucune convention qui n'a jamais été passée avec les collectivités locales autour du barrage de Serponçon pour la gestion de l'eau. Parce que ça se faisait de gré avec une entreprise publique, avec des relations qui étaient encore des relations qui me paraissent à peu près normales. Ils n'ont jamais été parfaites, mais à peu près normales. Donc on a à réfléchir sur toutes les questions, comment les citoyens, les élus s'invitent, dans le débat qu'il y a aujourd'hui, sur la construction des nouveaux moyens de production, sur un certain nombre de réflexions autour des questions d'énergie. Donc, moi, quand on travaille sur la question des 70 ans, après, moi, quelle est l'énergie nécessaire? Luc l'a développé. Faire croire aux citoyens, on a la consommation d'énergie qui continue à croître. On ne peut pas d'un côté, et ce qui paraît juste, travailler sur le concept des voitures électriques, sur les évolutions technologiques qui nécessitent une consommation plus importante, hein. Ou alors on fait le choix inverse de limiter le progrès social. Moi je le dis comme ça, la consommation continue à augmenter. Donc on a besoin de répondre en France et en Europe, hein, à ces questions. Et une partie des questions, ça passe par le mix énergétique et par une des propositions que fait le Parti travaille aussi, la question du pôle public de l'énergie, et qu'est-ce qu'on y met à l'intérieur. Donc, pôle public avec vraie dimension de réflexion des citoyens, parce que ça me paraît important. Dans la loi de nationalisation, alors, on peut le regretter, moi c'est une vraie question que j'ai posée à René Gaudy, qui a beaucoup écrit sur les questions de l'énergie. Il y avait la question des citoyens et de la place des citoyens. Ils s'appelaient ça, on n'a rien inventé, comité de citoyens, ça s'appelle. Ça peut ou pas fonctionner, et c'est dommage. Hein. Et je trouve qu'aujourd'hui, réactiver ces questions-là, je prends l'exemple, on en discutait avec quelques-uns, on s'est croisés à la manif ce matin, il ne passe pas une demi-journée sans que je sois interpellé sur le compteur Linky. Compteur communiquant Linky, compteur communiquant gaz et Aspar, compteur demain communiquant sur l'eau. Si on parle que de la technologie, n'embêtons-nous pas, c'est un outil. Sauf que c'est le dernier maillon de la déréglementation du système énergétique. Et que la question de Linky aujourd'hui, c'est bien que les citoyens viennent s'inviter, qu'ils nous posent toute une série de questions. Au contraire, je leur dis, mais ça fait 15 ans, 20 ans, on a laissé moi j'ai laissé quelques journées de travail que je ne regrette pas dans la rue, sur la déconstruction du système énergétique, avec les failles sur lesquelles j'étais, sur lesquelles on a besoin de travailler. Et le rôle des entreprises, qui n'est pas toujours aussi clean que ça, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Je terminerai sur deux exemples. Je reviens une seconde à l'hydraulique. Vous avez vu, au Condo, il y a une centrale qui a été construite là, au bord de la route, qui turbine, hein, le débit, ce qu'on appelle le débit restitué de la centrale d'Échirolles. Saut du Moine, hein, canal de fuite, Pontelet, Échirolles, en turbine. Le mégawatt turbiné dans cette petite machine, hein, vous regardez coût, 200 € le mégawatt. La centrale de Pontelet, la centrale d'Échirolles, le mégawatt, il est à peine racheté à 15 ou 20 €. Je parle d'énergie verte et d'énergie de proximité qu'on turbine tous les jours. Bilan de l'opération, EDF réfléchit, hein, ils sont en train de baisser la production des centres des usines, hein, pour rentrer dans les créneaux d'énergie verte. Hein. Donc on est en train... ça peut paraître... Alors je l'explique rapidement, et j'ai des exemples comme ça à l'appel, hein, où l'entreprise, elle, y compris ça l'intéresse au business de l'énergie. Donc après, elle fait des impasses sur les choix technologiques, hein. Elle fait des impasses sur le renouvellement du parc nucléaire, hein, et sur un certain nombre de choses, sur les investissements à faire dans l'hydraulique. Il faudra bien qu'un jour, je ne sais pas qui va le construire, qu'on reconstruise le barrage du Chambon. Moi, je n'ai pas d'intérêt particulier, si ce n'est que, heureusement, autour de la table, il y en a point qu'on lâche du barrage du Chambon. Les crues de la Romanche, hein, il n'y a pas besoin de
de réécrire l'histoire, il n'y a qu'à regarder les relevés, les crues de la Romanche et les désastres économiques que ça crée. Donc la question du barrage du Chambon, c'est même pas une question d'énergie. On a besoin d'un barrage important dans cette vallée. Qui va le construire? EDF dit j'ai pas les sous, les collectivités n'ont pas les sous, personne. Si, la seule question qu'ils nous disent, EDF comme les autres, c'est combien vous me rachetez le mégawatt et éventuellement, je construis. Mais comme le taux de retour sur investissement d'un barrage hydraulique, c'est entre 25 et 30 ans, comme le nucléaire, il vaut mieux mettre quelques éoliennes ou quelques hydroliennes qui sont des énergies aujourd'hui importantes, mais qui ont des taux de retour sur investissement plus importants. Un chiffre, pas pour vous abasourdir, le marché des éoliennes dans le monde, c'est 5 fois le marché des téléphériques. Donc des boîtes comme Pomagelski sont en train d'aujourd'hui de réorienter leur production. Les stations de ski, ils ont pratiquement équipé tout le territoire. Le marché des éoliennes, mais je parle que de la construction de l'éolienne, je ne parle pas de la maintenance, je ne parle pas des salariés qui sont derrière. Donc, moi, je milite pour une première idée, sortir l'énergie du business. On n'a pas pris le chemin. La loi de transition énergétique, elle aurait pu être un outil, mais je partage qu'elle a évacué toutes les questions. La COP21, quand on parle d'énergie, je l'ai dit à quelques-uns, l'association Droit à l'énergie, qui est une association dont le président est un Québécois et un des secrétaires, c'est un copain de Lyon, a été invitée à la COP21 par le gouvernement du Niger. C'est pas chez les Chanoks, là. Elle n'était pas invitée alors qu'elle travaille dans le monde entier sur les questions du droit à l'énergie et de l'accès à l'énergie. Mais le mec du Niger, il dit nous, l'énergie, on serait bien content d'avoir une centrale nucléaire, on fournit de l'uranium à toute la planète. Donc vous voyez que c'est sacrément compliqué. Donc voilà quelques éléments. Je n'ai sûrement pas éclairci toutes les questions. Moi l'idée, voilà, c'est double entrée. Première entrée, pôle public de l'énergie avec l'accès à l'énergie, un bien fondamental. Et quand je dis accès à l'énergie, je mets tous les espaces de la question de l'énergie avec la nécessité de construire. La question du droit à l'énergie, la question de l'application, un minimum l'application de la loi Brottes, même si je ne partage pas toute sa conception, mais la question des coupures d'énergie pour un pays, il ne faut pas nous la raconter. Tous les autres opérateurs, ça va en défriser quelques-uns, quand ils ont un impayé, ils les renvoient à l'opérateur historique, à RDF, comme ça, et à EDF. Et comme ça, ils n'ont pas d'impayé. Sauf que, par exemple, nous, une des questions qu'on va poser demain, puisqu'on travaille sur cette question, y compris au Conseil de métropole, c'est qu'il n'y ait pas de coupure d'énergie sans être passé par le CCS d'une ville et par la proximité, c'est-à-dire d'avoir un contact avec les citoyens. Donc voilà, quelques questions qui s'éloignent un petit peu, d'où la nécessité de venir s'inviter dans le débat et que ça ne reste pas, comme des fois on a tendance à le faire, d'un débat de spécialistes. Et je pense qu'il n'y a pas de fausses questions. Toutes les questions, elles sont bonnes à poser, donc c'est pour ça un peu que moi je vous invite à réagir, y compris sur les désaccords qu'on peut avoir, parce que le problème c'est qu'un bon désaccord, c'est le début d'une discussion, et que moi j'ai pas la vérité vraie là-dessus. J'ai travaillé dans une entreprise, je le dis, j'ai travaillé 32 ans, je continue à bénéficier d'une activité de service, ça veut dire si je dis des conneries, et si je faisais une bêtise, je pourrais aussi être licencié. Il y en a certains qui oublient, mais oui, c'est une réalité. Je peux être licencié de l'entreprise, même à la retraite, et perdre complètement mon statut de salarié, mais n'empêche que quand je relis le statut de salarié de 46, où il parlait par exemple de la prime de vélo, ça aurait fait plaisir à Mme Gabureux, ben oui, il proposait d'avoir une prime de vélo pour pouvoir aller au boulot. Donc il t'aidait à acheter un vélo parce que ça coûtait de fortune. Ils avaient une deuxième prime qui s'appelait la prime de transport de fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un certain nombre de salariés, y compris dans des collectivités publiques, qui se trimballent avec la caisse, comme à Pontet de la piscine, qui nous a tiré 12 000 € il y a 2 ans donc c'était des choses qui étaient très progressistes et dès les années 46. Alors quand on voit les vieilles affiches du patronat qui nous disent qu'on va les ruiner, mais c'est ce que disaient les actionnaires d'EDF en 46, mais je vous rassure, ils ont su faire, ils ont gagné l'équivalent du statut des salariés des IEG, ils se sont partagés, le baron Champin, le baron Schneider, la famille Giscard, ils se sont partagés la même somme que les électriciens et gaziers pour leurs activités sociales. Et ça, on a essayé de temps en temps, c'est une bonne guerre, de dire que ça faisait partie du deal. Mais rapidement, le lendemain de la nationalisation, il y a des régions qui sont rapidement sorties du système énergétique tel qu'il était construit parce qu'ils ne partageaient pas et qu'il y avait une manne financière à gagner. Donc, énergie rime pas avec le business et aujourd'hui, c'est une des vraies questions sur lesquelles on a besoin d'être très attentif, à la fois les citoyens et les élus des collectivités locales. C'est comment on garde la maîtrise publique de tous ces enjeux-là.
les citoyens considèrent que l'énergie, c'est quelque chose qui va de soi. Qui va de soi. Quand on branche pour la prise de courant, on a du courant. Bon, alors là, évidemment, il y a quand même beaucoup de foyers qui subissent des coupures d'électricité, bien sûr. Que l'énergie, même dans un pays comme la France, est loin d'être également distribuée et répartie dans la population. Mais en gros, c'est quand même comme ça. Et on considère que EDF, c'est un monument, par exemple. Donc on se réveille, et puis il y a EDF. Et puis un jour, ce qu'ils ne savent pas, les Français, c'est qu'ils vont se réveiller et il n'y aura plus EDF. Et donc ça fait partie des difficultés de notre lutte, c'est-à-dire de montrer comment le processus engagé, il remonte à très loin. C'est-à-dire qu'on a détricoté lentement le service public EDF. Pas que lui, parce qu'on a fait la même chose avec la SNCF. Hein. Alors comment on a fait? On a procédé en coupant l'entreprise en tranches. C'est-à-dire qu'on a dit, il y a la distribution, il y a la production, il y a même des boîtes maintenant privées pour relever les compteurs. Et tout ça, ça se passe de manière complètement, en catimini, quoi. C'est-à-dire qu'on ne le sait pas. Voilà, donc on est en train de dégrader progressivement le statut d'EDF en tant que producteur d'électricité. Alors vous le savez tous, enfin, vous ne le savez pas, mais ce qui vient de se passer avec la loi sur la privatisation, enfin, c'est pas la privatisation des barrages, c'est la mise sur le marché du renouvellement des concessions avec les barrages hydroélectriques, c'est quand même quelque chose de courant, ça. Oui. Hein, donc, bon, les Français ne sont pas du tout. Alors on est confronté à une situation assez paradoxale parce que quand moi je discute avec des gens comme ça, je m'aperçois que les Français sont extrêmement attachés au service public, notamment à EDF. Pour eux, c'est quelque chose qui leur appartient et ils ne savent pas du tout ce qui se passe. Donc à chaque fois que je parle de cette histoire de la privatisation, de concession des barrages, là, j'ai encore eu une expérience la semaine dernière, les gens, ils me regardent avec des yeux absolument écarquillés, ils tombent des nuls. Hein, donc voilà. Alors ça risque d'avoir, tu l'as bien expliqué, des conséquences extrêmement graves sur la sécurité, pas seulement la sécurité des installations, parce que là je pense quand même qu'on a un certain nombre de garanties, jusqu'à ce que ce soit aussi confié au privé, comme ça s'est fait à Fukushima, hein, on connaît bien ce qui se passe, mais c'est sur la sécurité d'approvisionnement, c'est-à-dire que, pour reprendre l'exemple hydroélectrique, la privatisation des concessions va se faire vallée par vallée. Je vous rappelle qu'au départ, c'était même pas vallée par vallée, c'était barrage par barrage. Donc on aurait très bien pu se trouver avec une situation où dans la vallée du Drac, le barrage un barrage amont aurait été confié à une boîte, le barrage en dessous à une autre, le troisième encore à une troisième, et comme ils négocient le turbinage au prix du kilowattheure, on n'était pas du tout assuré que sur le marché, là, comme ça a été souligné, qu'on aurait eu les kilowatts électriques. Alors heureusement maintenant ça se fait, enfin heureusement, c'est plus par vallée, mais le problème il est simplement déporté. Alors je vais vous donner un exemple, il y a l'histoire du marché de l'électricité. Donc le kilowattheure se vend comme une marchandise sur un marché d'action. Il peut varier dans des rapports absolument ahurissants, d'un facteur 100 dans la même journée. Et donc à ce moment-là, il y a des gens dont c'est le boulot, c'est de regarder le prix du marché du kilowattheure et de décider à tel moment on turbine, on produit, on arrête ou on ne produit pas. Alors il y a un exemple intéressant, c'est celui des steppes. C'est ce que c'est qu'une steppe. Ne fais pas trop long, hein, s'il te plaît, que tout le monde puisse avoir. Ne fais pas trop long, que tout le monde puisse avoir la parole. Bon, les steppes, c'est des installations de barrages, un seul barrage, mais deux barrages, enfin, un supérieur et un inférieur. Dans la journée, on turbine et on remplit le barrage inférieur. Et puis, dans la nuit, quand l'électricité coûte pas cher, ou coûtait pas cher, on repompe l'eau dans le barrage supérieur et puis on returbine après dans la journée. Maintenant, les choses sont extrêmement différentes parce que pour repomper l'eau, c'est évidemment pas le barrage supérieur qui fournit l'énergie, c'est une autre installation. Et l'autre installation, c'est en général le nucléaire, parce que le nucléaire, la nuit, il continue à produire, mais c'est pas consommé.
Et aujourd'hui, cette énergie-là est négociée au prix du marché. Et donc, elle peut être très bien coûter tellement cher en retombe pas. Donc, on a connu des situations dans lesquelles il n'y avait plus aucun step qui fonctionnait en France. Alors, la situation changeait, j'ai regardé encore récemment les productions, je me suis aperçu qu'ils refonctionnaient. Mais c'est grave, parce que de toute façon, l'épée de Damoclès de cette marchandisation reste toujours présente, et il faut savoir que les steppes, c'est les installations, je vais dire, centrales pour la régulation de l'énergie, notamment l'énergie produite par les énergies intermittentes que sont l'éolien et le photovoltaïque. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont pas très bien connues, hein, donc même pas connues du tout. Du coup, merci. Les stations d'énergie sont en grève, ils étaient encore en grève cette nuit, et ils ont coupé la quasi-totalité des installations hydrauliques en France, c'est-à-dire de l'ordre de 6000 MW, pour s'opposer aux évolutions législatives. On n'a pas été embêtés, aucun média, France Bleu, FR3, régulièrement on les a informés. Par exemple, Grand Maison cette nuit, c'est quand même pas une mince affaire. Et que je trouve que c'est intéressant, je ne dis pas qu'on a raison sur tout, mais que les salariés prennent en main leur outil de travail pour revendiquer. On n'est pas, ça permettrait de débattre de ces questions de manière plus large avec tous les citoyens dans les vallées. Voilà, je vous donne cette info. Comme je traîne encore un peu dans la maison, j'ai ces infos la nuit. Voilà, on était dans cette situation. Quand je dis 6000 MW, c'est une grande partie de l'hydraulique en France qui n'était plus disponible. Alors après, il faut savoir, deuxième petit point, que dans des périodes de grève, la grande entreprise historique vend de l'énergie et gagne de l'argent les jours de grève, parce qu'elle place l'énergie, sachant qu'elle va avoir des baisses de charges, elle rachète de l'énergie, elle vend de l'énergie et elle gagne encore des sous. Mais ça, c'est comme quoi le capitalisme s'organise toujours. Là encore un exemple. Et puis, un sujet peut-être de lutte qui va nous intéresser, c'est la prétention de la communauté européenne, la Commission européenne, d'interdire à EDF d'être candidat sur le renouvellement des concessions sous prétexte que ça brise la concurrence. Enfin, l'enjeu, je me dis qu'il y a un truc politique là derrière, bien évidemment, et des enjeux aussi, mais c'est un peu difficile pour moi de comprendre ça. On va bien comprendre. Non, simplement, c'est parce que, bon, moi je comprends tout ce que vous dites, mais quand même, sur le nucléaire, ça reste toujours difficile de se faire comprendre sur le fait qu'on a besoin du nucléaire. Et bon, le nucléaire civil, on parle. C'est cette trouille Ouais, mais... Ah oui, mais bon, vous ça personne ne parle du nucléaire militaire. Hein. Ah oui. Si vous disiez par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est que le programme Barracuda? Alors quand vous allez vous promener à Brest, je prends des exemples, parce qu'il y en a un, j'ai fait l'expérience. Vous allez vous promener à Brest, ils sont ravis à Brest. Ils ont 5 centrales nucléaires sous leur pied, là, quand ils se baladent. C'est les sous-marins, c'est les centrales nucléaires. Hein. Alors moi j'ai fait une expérience. Quand le porte-avions Charles de Gaulle est venu à Toulon, je me suis voyé dans la foule, il y avait la bousculade pour aller sur le pont Charles de Gaulle. Et le soir, il y avait une émission avec Drucker. Ils avaient le cul sur le réacteur nucléaire. Voilà. Bon, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que personne à Toulon accepterait qu'on mette une centrale nucléaire, je ne vous dis pas les Bretons. Ils en ont, à côté de chez eux. Et moi, je vous dis que si un moteur de sous-marin nucléaire pète, ça fait des dégâts à Toulon aussi. Bon. Alors, simplement, c'était un point d'ordre, parce que, comme je connais tous mes copains ici, tu vois, c'est normal. Hein. Vous allez à Tricastin, vous parlez de nucléaire, vous allez ici, on parle d'hydraulique. Alors, moi, je vais vous donner quand même des chiffres. Voilà, en France, actuellement, l'hydraulique, c'est 12% de l'énergie. Électrique. J'ai bien dit électrique. 12%. Donc même si on fait tout ce que vous avez dit, qui est vrai, il reste encore 90% du problème derrière. Et au niveau mondial, les derniers chiffres en ma possession, c'est 2,5%. Donc au niveau mondial, l'hydraulique est marginale. Alors que l'Afrique, par exemple, a des réserves phénoménales en hydraulique. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a en France, par exemple, voilà, l'histoire, ça me passionne.
J'ai travaillé sur Serre-Ponçon quand j'étais à la fac, pour la partie écologie. Il fallait voir les manifs contre Serre-Ponçon, les gens qui gueulaient, etc. Aujourd'hui, ils sont ravis. Ils ont gagné un pognon pas possible, on leur a fait des baraques, et maintenant ils hurlent. Bon. Mais il fallait travailler sur les conséquences d'inonder une vallée qui fait que la végétation pourrie, ça produit du méthane. Moi, je bossais un peu sur ça, et les populations de poissons. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça. On ne pourrait pas. Vous avez vu l'histoire du barrage, le bazar que ça a fait dans le Tarn? On s'est pris comme des manches, c'est nul, mais on empêche que c'était un petit truc. Là. J'ai retrouvé dans mes archives, mais j'aurais dû vous l'amener, j'aurais dû y penser là-dessus. Quand ils ont commencé à faire des grands barrages à Tignes, la population s'est opposée au barrage. Et tenez-vous bien, ils ont fait venir Joliot-Curie. Et ils ont dit à Joliot-Curie, mais pourquoi on ne ferait pas une centrale nucléaire? À l'époque, Joliot leur a répondu, écoutez les gars, on n'est pas tout à fait au point. Et a priori, c'est pas là qu'il faudrait la faire. Vous imaginez aujourd'hui? Donc voilà, je tenais à dire ça. Alors, sur la question que vous posez. Bon, d'abord, je fais remarquer que les centrales nucléaires suisses au nord de Genève sont plus près, ou de la région de Zurich, sont plus près de Genève et de Zurich que la centrale nucléaire du Bugey. Donc c'est pipeau. C'est pipeau. Le cabinet d'affaires qui monte l'opération, c'est le cabinet du mari de Madame Lepage, qui, firez-vous, à son cabinet d'avocat en Suisse, comme ça, elle doit se démerder avec les impôts, et il faut qu'elle turbine, elle, pour faire marcher son cabinet. C'est d'ailleurs la même opération qu'il y a eu lorsqu'on a fait fermer l'usine de Crémalville. Moi, j'étais en discussion la semaine dernière avec l'ancien directeur de Crémalville. Il faut quand même savoir que il y a eu un mort, c'est effroyable, hein, qui a eu, et tout ça a été piloté par un gars qui était en Suisse, qu'on connaît aujourd'hui, qui a maintenant écrit un livre pour justifier ce qu'ils ont fait par rapport à Crémalville, puisqu'ils ont réussi à fermer l'usine. Le bilan de la fermeture de Crémalville, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier travaille pour faire des réacteurs de type Crémalville. Nous, on n'y travaille quasiment plus, pas beaucoup, puisque le projet dit Astrid, ça fait 10 ans qu'on en parle, mais les autres, ils se remuent, même les Américains. Donc, résultat, pour une poignée de voix, on a gaspillé des milliards.